L'intelligent d'Abidjan a 20 ans. Sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara, sous le coparrainage du ministre de la Communication et de l'Économie Amadou Koulibaly, du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, sous la coprésidence de plusieurs autorités, l'intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans, du 11 au 17 septembre 2023. Une soirée de gala, le samedi 16 septembre 2023, au Palais des Congrès du Sofitel de Téliboire, sous la direction artistique exclusive de Were Were Liking et du Village Ki, avec la participation de Baby Philippe, auteur de la chanson officielle des 20 ans. Un gala inédit à ne pas manquer. Vivons ensemble les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission La Revue de Presse grand format. Moment de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Moment aussi qui va ouvrir une lucarne sur les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. Vous en saurez davantage avec Cécile Mobio. Justement, Cécile Mobio qu'on retrouve à présent, mais pas pour parler d'abord des 20 ans. Ça sera dans le courant de cette émission, je l'ai signifié. Mais c'est pour parler justement du sommet de cette émission. Cécile, bonsoir et à vous l'antenne. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce jour. On le sait tous, les municipales et régionales se sont tenues le samedi 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, dans un esprit apaisé dans l'ensemble. Quels enseignements tirer de ces élections? Fini le déroulement du scrutin, place au contentieux électoral. Des candidats saisissent le Conseil d'État pour fraude au lendemain des élections locales. Et puis au Gabon, Brice Oligui a prêté serment le lundi 4 septembre dernier. Il assure donc la transition pour une durée pas encore clarifiée. Que peut-on espérer de cette transition? Au Niger, l'armée française est considérée comme persona non grata. Selon le média Le Point, les armées semblent désormais rattrapées par le principe de réalité. Drones, avions de chasse et hélicoptères sont cloués au sol sur la base aérienne projetée de Niamey. C'est ici que se renferme ce sommaire. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite d'émission à vous. À tout à l'heure pour les 20 ans. Merci beaucoup Cécile, vous avez bien fait de le signifier. On sera avec vous tout à l'heure dans le courant de cette émission, justement pour nous donner tout le programme de cette activité, de ces 20 ans que s'apprête à célébrer l'intelligent d'Abidjan, qui, il faut le signifier, a vu le jour le 3 septembre 2003. Et donc 3 septembre 2023, ça fait 20 ans bien comptés et les festivités vont démarrer le 11 pour prendre fin le 17 septembre. Pour en savoir plus, ne partez pas, restez avec nous. Cécile Mobio va nous retrouver dans quelques instants. Mais là, nous allons revenir à l'actualité nationale et internationale pour le décryptage, les analyses avec notre invité du jour, M. Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier et analyste politique. Beta, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez avec nous le samedi passé pour la nuit électorale. Tout à fait. Et là, vous êtes encore là. Merci pour votre amitié à l'Intelligent TV. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à chaque fois que raison est donnée de venir parler de la Côte d'Ivoire, de venir parler des questions afférentes à notre système politique. Ben, je m'en réjouis. Vous parlez de questions afférentes à notre système politique. Vous le savez, le 2 septembre 2023, la Côte d'Ivoire a tenu les élections locales. On va essayer de voir un peu quel enseignement on peut en tirer. C'était le 2 septembre 2023. Selon les résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale indépendante, le RHDP, le parti au pouvoir, est en tête avec 123 communes et 26 régions. En deuxième position, on retrouve les indépendants avec 41 communes et 1 région. Et après, sur le PDCI-RDA avec 22 communes et 3 régions, 10 communes et 1 région pour l'alliance PDCI-RDA-PPACI. Et le parti de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le PPACI, a obtenu 2 sièges au niveau des élections municipales et 0 au niveau des régionales. D'abord, comment est-ce que vous avez trouvé le scrutin du 2 septembre 2023? Le scrutin du 2 septembre 2023, il faut le dire, dans l'ensemble, on a pu observer un scrutin apaisé dans l'ensemble, en dépit de certaines localités où, par la suite, parce que quand on observe un peu
les reproches qui sont faits dans le déroulé sur le déroulé du scrutin, c'est loin d'être pendant le déroulé du vote. Vous parlez de reproches, vous faites allusion à quoi? Non, parce qu'il y a certains candidats qui s'apprêtent à ester en justice pour contester la victoire d'un, de l'autre et tout cela. Donc je veux dire que le scrutin dans son ensemble s'est bien déroulé. Il y a eu moins de heurts que ce qu'on craignait. Parce que quand on observe, lorsque les uns et les autres veulent se plaindre, c'est au moment de la consolidation des résultats que d'aucuns posent leur récrimination sur le déroulé du scrutin. Sinon, au niveau du vote, dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans un esprit apaisé. Les populations sont allées exprimer leur voix sans être inquiétées pour la plupart. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire ressortir. Donc on peut dire, dans l'ensemble, que le scrutin a connu un déroulé sur l'étendue du territoire qui est acceptable, en ce sens que nous n'avons pas déploré les bagarres qu'on observait malheureusement. Comme ce fut le cas en 2018. Voilà, on a eu des morts d'hommes, tout ça. Morts d'hommes au cours du déroulé du scrutin. Donc, je veux dire, dans l'ensemble, la sécurisation, certainement, a fait craindre des velléités de certaines... C'est une avancée démocratique pour la Côte d'Ivoire. C'est une avancée sécuritaire autour des élections, c'est vrai. Mais en parlant de démocratie, bon, on en reviendra dans le débat, dans le fond. Mais c'est une avancée sécuritaire autour des élections, moi je pourrais dire. Et je voulais profiter de l'occasion pour saluer encore nos forces de défense et de sécurité qui ont joué pleinement leur partition dans le déroulé de ce scrutin-là. D'accord. Alors, on va venir à la question fondamentale de ce premier thème de cette émission. Élections municipales et régionales 2023 en Côte d'Ivoire. Quel enseignement en tirer? Je vous pose la question, M. Beta, quels sont les enseignements que vous tirez de ces élections locales? Moi, je dis d'abord, il y a plusieurs enseignements à tirer. D'accord. C'est la première élection, disons, où les partis politiques portés par les leaders significatifs de notre échiquier politique, à savoir les présidents Laurent Gbagbo, les présidents Alassane Ouattara, les présidents Feu Henri Konan Bédié, ont porté leurs couleurs pour aller au scrutin. Et on a pu peser quand même plus ou moins chacun. Vous avez donné quelques résultats, les résultats donnés par la CEI, vous l'avez donné. On voit que tout le monde y a participé. On a vu un peu le poids politique des uns et des autres. Mais au-delà de l'enseignement que donnent les résultats, moi je veux tirer plusieurs autres enseignements sur la conduite même du processus. D'abord, le premier enseignement que je veux tirer, c'est que pour moi, la première figure de laquelle on doit tirer l'enseignement, c'est le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui avait menacé les indépendants de sanctions et même menacé leurs... Il n'était pas le seul. Non, j'en viens. Je finis et vous me reprenez s'il vous plaît. Je disais, il a menacé les indépendants et là, on a vu que les indépendants y sont allés, malgré la menace du président, malgré ce qu'il a promis de descendre la foudre sur eux. Parce qu'il a dit qu'il va même mettre en mal leur soutien. Et on a vu même à Koumassi, son directeur exécutif être menacé par une indépendante. C'est vous dire qu'aujourd'hui, on peut tirer l'enseignement qui est clair que Ouattara, aujourd'hui, n'a plus la même mise sur ces hommes. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui veulent marcher sans Ouattara, qui veulent lui dire que c'est vrai, tu as eu ton temps, mais c'est fini avec Ouattara. Permettez-moi de vous reprendre. Quand vous dites que le président Ouattara a menacé les indépendants, oui. Il n'était pas le seul. Non, le PPCI, tu sais, Laurent Gbagbo a brandi aussi des sanctions contre les indépendants. Tu sais, la casquette de Ouattara nous impose de nous arrêter sur lui d'abord. Pourquoi je le dis? Ouattara, en 2016, lorsqu'il refaisait la Constitution, de par le passé, avant 2016, la Constitution imposait au président de la République de ne plus être président des partis politiques. Ouattara nous a réimposé ça encore. De sorte qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président de la République peut être président des partis politiques. Vous voyez, avec tout l'appareil qu'il a, il a la présidence, il a la présidence de son parti et il menace ses indépendants qui ne l'écoutent pas. Moi, je veux tirer un enseignement clair. Le mythe Ouattara est tombé. Et il est tombé, il faut qu'il lui aussi en tire les enseignements. Parce que je le dis, parce que par le passé, on ne pouvait pas imaginer cela. Que Ouattara dise et puis des gens vont sans craindre les sanctions qu'il brandit. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les indépendants lui ont montré qu'ils comptent dans leur localité et eux-mêmes, ils veulent compter sans lui. Ils ont compté sans lui, ils ont montré que leur force, ils sont venus la deuxième force politique en Côte d'Ivoire, les indépendants.
Et ça, c'est le premier enseignement que je tire. Le deuxième enseignement que je veux tirer de ces élections, les partis politiques de l'opposition ont montré leur force sur le terrain. Parce que, imaginez-vous, à quel niveau exactement? Non, je viens. Parce quand on fait la somme des résultats dans certaines localités où le PPACI et le PDCI sont partis en rang dispersé, quand on fait la somme, ils sont au-dessus du parti de Ouattara. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si cette force-là consolide son unité... Le PDC a régressé pour ces élections? Non, je ne parle pas du scrutin. Je ne parle pas d'abord dans la représentation globale. Je parle du scrutin. Quand on rassemble les voix dans certaines localités, où le PPACI est parti à part, et puis le PDCI est parti à part, quand on rassemble leurs voix, on voit qu'ils sont au-dessus des voix obtenues par le RADP. Vous référez à quelle localité? Yopougon, par exemple, qui est une localité phare de la Côte d'Ivoire. Yopougon, pour dire quoi? Pour dire que demain, si ces partis-là consolident leur unité, comme ils sont en alliance, ils l'ont montré en alliance stratégique, s'ils la consolident 2025, parce qu'il ne faudrait pas oublier, cette élection-là, c'était l'élection, on a considéré ça comme l'élection à mi-mandat, c'est-à-dire une élection qui doit nous faire lire 2025. On en reviendra. Mais je veux dire, si demain, ces deux partis-là consolident leur unité, il y a à craindre que Ouattara aura du mal à se maintenir. Est-ce que cette alliance n'est pas justement à craindre? Est-ce que cette alliance, elle est redoutable? Justement, c'est la question que je pose. Parce que dans le Haut-Sassandra, il y avait une alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA. Malgré l'alliance, le RHDP a remporté les élections au niveau régional comme au niveau municipal. Non, tu sais, ce que je veux dire en ce qui concerne le Haut-Sassandra. Vous avez vu même que le Haut-Sassandra, on a observé quand on voit le nombre de votants et puis le nombre d'inscrits, il y a eu peu de personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Ça vous dit que, quelque part, moi je ne sais pas quelle stratégie ceux-là ont mis en place, mais quelque part, je regarde ce scrutin et puis je me dis que certainement que l'alliance qui s'est consolidée n'était pas certainement la bonne alliance. La bonne alliance qui n'a pas motivé les électeurs à s'y rendre. Parce qu'on le voit, le nombre de votants, le nombre de personnes inscrites est très bas. Ben, pour ça j'en reviendrai. Mais ce que je veux dire, cette alliance-là a des fondements solides. Cette alliance a des fondements solides en ce sens qu'elle a démontré dans plusieurs de ses localités. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que, contrairement aux autres scrutins qu'on organisait en Côte d'Ivoire, au plan politique, tous les partis politiques sont souvent représentés à des postes de responsabilité. Sous Gbagbo, quand on organisait les scrutins, le RDR, le PDC avait des ministres. Donc, même sous Bédier, les autres partis avaient des autorités. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le RADP nous a dit que si tu n'es pas RADP, tu n'as aucun poste important dans ce pays. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui se débrouillent avec leurs moyens. KKB du PDCI. Non, KKB n'est plus du PDCI. Non, ne le dis pas. Non, tu ne vas pas me dire que KKB est du PDCI aujourd'hui. Non, il ne faut pas le dire. Ça, c'est une mauvaise lecture de la politique. Parce que KKB a été le candidat qui s'est opposé à la candidature de Bédier au PDCI. Il se réclame toujours. Non, il peut se réclamer, mais le PDCI, il est de quelle instance aujourd'hui? Il faut te demander, il est de quelle instance? KKB il fut président de jeunesse, il fut vice-président, il fut membre du bureau politique. Mais il est où ça aujourd'hui? Non, il n'est plus dans ces instances, il a été démis. Donc ça vous dit que KKB ne peut pas se réclamer, tout comme les Aoussou Janou, il ne peut plus se réclamer du PDCI aujourd'hui. Le PDCI est un parti solidement implanté en Côte d'Ivoire, qui a ses instances, qui a sa direction, et on les connaît. Justement, quand vous dites que le PDCI s'est implanté, solidement implanté en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, le PDCI a régressé pour ces élections locales, au niveau des municipales comme au niveau des régionales, le PDCI a perdu des sièges. Est-ce que ça ne montre pas un peu une sorte de fébrilité, une sorte de faiblesse de ce parti politique? Non, tu sais, quand tu parles du PDCI, il faut parler du contexte dans lequel le PDCI est parti aux élections. Le PDCI venait de perdre son président. Le PDCI, comme nous le savons, Bédier, en dehors d'être le président du PDCI, c'est lui qui était la cheville ouvrière de ce parti-là en matière de moyens, il ne faut pas se le cacher. Donc, Bédier mettait tous ses moyens à la disposition de ce parti-là. Aujourd'hui, il n'est plus. Les militants, les leaders, les élus vont avec leurs propres moyens qui, nous savons, sont limités. Et aujourd'hui, on l'a vu pendant les campagnes. Les gens n'étaient pas trop présents sur le terrain. Pourquoi? Parce que
Il manquait de moyens. C'est le RHDP seul, comme il nous a montré qu'aujourd'hui, l'État se confond à lui. Il a utilisé les moyens de l'État pour faire campagne. Bon, ça, on arrête ça. Et les moyens de chantage, d'intimidation qu'il a brandi contre les autres. Bon, tu vois, tout cela nous montre que... Donc vous mettez cette régression du RHDP au compte sur le contexte politique. Sur le contexte politique. Du décès du président Bédié. J'ai dit que le décès a joué pour quelque chose dans la disposition. Est-ce qu'on n'a pas manqué justement de stratégie au niveau du PDCRDA? C'est vrai. N'impacte pas les résultats au niveau du PDCRDA. On n'a pas manqué de stratégie au sein du PDCRDA. Non, quand tu parles de manquer de stratégie, je vais te faire observer que qu'à Abidjan, qui est la commune la plus importante, le district le plus important de Côte d'Ivoire, le PDC a maintenu tous ses sièges, pour ce qui est des résultats actuels. Ça vous dit que le PDC, au contraire, a usé de bonnes stratégies. Hein? Et le PDC a fait perdre, non pas des moindres, à Oussou Jano dans le bélier. Vous voyez, je crois que je parle même de ces maigres moyens, de ces maigres dispositions, de son contexte difficile dans lequel il est parti aux élections. Il a pu glaner des pièces significatives. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on va finir de compter les gagnants, il faut compter les voix, hein, le nombre de votants pour chacun sur tous les terrains du territoire. Parce que moi, je dis toujours, on a dit et on le répète, ces élections sont un test de mi-mandat pour voir que pèse le RHDP réellement sur le terrain. Le RHDP a certes remporté des sièges, mais tu verras qu'il a remporté le plus de sièges au nord, où on sait que la majorité des électeurs n'y sont pas. Il n'y a pas assez d'électeurs au nord. La majorité des électeurs sont au sud. Ce qui démontre... Au sud aussi, il a remporté des sièges, mais quand on va voir comment le nombre de votants... je l'ai dit, c'est parce que l'alliance n'a pas fonctionné qu'on a vu un RHDP en prendre le dessus. Mais là où l'alliance va fonctionner, tu vas voir que ça ne pourra plus exister. Mais je vais dire pour m'arrêter sur cette question-là, qu'aujourd'hui, le RHDP a montré qu'il est présent sur l'ensemble du territoire. Mais il est plus présent au nord, là où il a remporté le maximum de sièges. Mais là, il n'y a pas assez de votants. Il n'y a pas assez d'électeurs. Donc, si on veut compter, stabiliser ça pour la suite de la bataille électorale... Des zones qui étaient considérées comme des zones favorables à l'opposition, notamment au FPI, qui était dirigé alors par le président Laurent Gbagbo, sont tombées cette année entre les mains du RHDP. Je parle de Adzopé, Yopougon et bien d'autres localités, M. Bétard. Non, comme je l'ai dit, moi souvent quand on fait l'analyse du PPACI, on oublie que c'est un parti naissant. Est-ce qu'on peut dire que le RHDP est un parti confiné seulement au nord? Je n'ai pas dit qu'il est confiné, j'ai dit qu'il a gagné plus de sièges au nord où il y a moins de votants. Bon, moi, je veux l'analyser sous le prisme des batailles futures. Parce qu'on dit que c'est une élection à mi-mandat qui sera présagée, qui va nous dessiner ce que sera 2025. Donc, c'est sur ce prisme-là que j'analyse les choses. Non, mais quand tu me dis, il a perdu. Et parlant du PPACI, le PPACI s'est en sorti avec 2 sièges au niveau des municipales et au niveau des régionales, 0 siège. Oui. Comment vous analysez moi, je comprends un peu la débat ce que j'appelle même pas débat, je comprends un peu les circonstances dans lesquelles le PPACI évolue. Le PPACI évolue d'abord après la scission avec le FPI, qui n'est pas sans conséquence pour un parti politique. Je ne connais pas un parti politique qui aurait subi ça et puis résisterait autant pendant un scrutin qui est proche de cette période-là. Je dis que le PPACI quand même fait son chemin et je ne veux pas considérer quand même que c'est des vieux de la vieille dans la politique, mais je veux considérer leur naissance en tant que parti politique. Parce que quoi qu'on dise, ils sont passés d'un parti politique à un autre. Donc ce parti-là naissant, il est en train d'asseoir, de consolider son ancrage au plan national et ça explique un peu qu'il ait moins de sièges, même si ces élus sont de vieux routiers de la politique, il est moins de sièges dans une première élection. Mais on espère qu'avec le temps, ces victoires-là vont augmenter. Alors, l'un des enjeux de ces élections locales, c'était aussi le taux de participation. Oui. On a entendu le président Alassane Ouattara, même après son vote, souhaiter une forte participation des populations. Et selon les chiffres, nous avons 36,18% pour les municipales contre
36,20% en 2018, 36,49% en 2013. On voit donc une baisse. Pour ce qui est des régionales, le taux de participation s'élève à 44,61% contre 46,36% en 2018. 44,37% en 2013. Là aussi, il y a une baisse. Comment vous expliquez cette baisse au niveau du taux de participation quand on sait que ces élections ont été inclusives et on s'entendait plus à une forte participation des électeurs. Mais moi, je dis qu'il y a un travail à faire. Hein. Les Ivoiriens sont sortis de 2010 traumatisés des suites d'élections. Ils sont sortis traumatisés pour beaucoup d'entre eux. Moi, je crois que ce travail-là, on doit le continuer, on doit le continuer même après les élections. Les emmener à comprendre que c'est à eux de choisir leurs élus. Parce que même s'ils ne le choisissent pas, ce qui leur sera imposé, ils vont le vivre. Si c'est difficile, ils vont le vivre. Si c'est bon, ils vont le vivre. Donc, moi, je crois qu'il y a un travail. Je veux inviter un peu la CEI et même l'État à engager certaines organisations à continuer ce travail-là. N'attendons pas les périodes électorales seulement pour inviter les uns et les autres à aller aux urnes, à participer aux élections. Commençons dès maintenant à leur dire que les élections sont quelque chose de déterminant dans la vie d'une nation. Et c'est les populations, vous les populations, qui devez décider de ceux qui vont conduire les destinées du pays et partant vos destinées. Donc je veux comprendre qu'il faut les motiver dès maintenant. Il faut commencer ce travail de minutieux, ce travail de terrain, ce travail de fourmi pour que les Ivoiriens comprennent qu'à chaque élection, ils doivent faire l'effort de se déplacer, aller mettre leur bulletin dans l'urne. Alors d'accord, vous avez ébauché la question tout à l'heure, c'est relatif à la présidentielle de 2025. On le dit, ces élections locales étaient comme un test pour chaque parti politique en vue de la présidentielle en 2025. C'est tout à fait. Au regard des chiffres qui sont connus de la CEI, comment vous entrevoyez cette présidentielle? Bon, moi d'abord, comme je l'ai dit, je dis que Ouattara devait le premier à tirer les leçons de ces élections-là parce qu'il a parlé un peu fort, il a menacé, il n'a pas été écouté. Donc je veux dire qu'en voyant cela, il doit comprendre qu'il y a les lignes ont bougé, même dans son camp. Dans son camp, les lignes ont bougé, il ne pourra plus imposer ses vues comme il le veut. Donc il doit tirer les leçons. Et même si ça peut l'aider encore dans mes analyses, je dis qu'il doit se dire qu'aujourd'hui, il y a une frange d'Ivoiriens qui veut passer à autre chose que ce climat de Ouattara qui revient contre la volonté de la Constitution, contre la volonté des tests, tout ça. Donc, il faut qu'il en tire vraiment les leçons et qu'il soit suffisamment enseigné. C'est lui le président, c'est à lui de voir ce qu'il a à faire, mais moi je pense qu'aujourd'hui, ces indépendants et l'environnement politique ont dû lui donner une leçon qu'il doit tirer de cela. Certains observateurs parlent de déclin de l'opposition ivoirienne et donc prédisent tout de suite la victoire du parti au pouvoir, du RHDP, à la présidentielle de 2025. Tu sais, ceux qui le disent sont des mauvais observateurs de la scène politique. Parce que, n'oubliez pas, ces indépendants-là, ils sont allés avec la menace, mais ils sont allés. Ça vous dit quoi? Mais on sait aussi que ces indépendants, généralement, ils reviennent à la maison. Non, j'en viens. Non, on analyse d'abord les élections, s'il vous plaît. Après, on va faire des perspectives. Quand tu vois ces indépendants-là, qui le RHDP n'a pas donné sa caution, qui ont gagné, tu les mets 44 indépendants, tu mets avec eux le PDCI, tu mets avec eux le PPACI et tous les opposants. Mais attends. Ils n'ont pas dit qu'ils le PDCI. Non, quand j'ai dit ça, ils ont défié Ouattara. Il faut comprendre qu'ils ont défié déjà Ouattara. Oui, M. Péta, mais non, je n'ai pas dit qu'ils sont PDCI. M. Péta, en 2018, oui, on a connu des indépendants sortis du rang du RHDP. Mais je dis ces indépendants de cette année-là. Non, ces indépendants de cette année-là, ils ont défié Ouattara. Parce que tout comme en 2018, tout comme en 2013, non, c'était pas le même contexte. Ils sont revenus à la maison. Non, c'était pas le même contexte. C'était pas le même contexte. Ça, il faut le changer, il faut l'enlever dans ta tête. C'était pas le même contexte. Le contexte actuel, Ouattara a prévu faire pleuvoir la foudre sur eux, mais ils ont tenu à partir. Tu penses que quoi? Mais quand j'analyse les élections, puis ils pensent que parce que le RHDP a pris quelques sièges, les indépendants... Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit comprendre que
la magie Ouattara qui avait régné pendant 10 ans sur le pays est en train de s'effriter. Et si c'est le RADP avec Ouattara qui doit partir en 2025, qui se pose 1000 questions. Parce que là, il y a beaucoup de... Monsieur Beta, quand vous dites quelques sièges, c'est 123 sièges pour les municipales, contre 92 en 2018. Oui. Mais les communes ont augmenté. Tu veux quoi? Les communes ont augmenté. Les communes ont augmenté. Aïe! Mais ça aussi, il faut lire ça aussi. Les communes ont augmenté. Qu'est-ce que tu veux? Il faut augmenter leur nombre. Bon, bref, moi j'ai dit, au regard de ce scrutin que je viens d'observer là, les plus grands perdants dans la démarche politique, c'est le RADP. Parce que d'abord, le RADP a dit aux uns aux autres que si quelqu'un est dans ton ministère et qu'il est opposant, qu'il est indépendant, il faut le chasser. Les gens ont compris ça. Ils ont vu la menace de perdre leur argent, leur poste, mais ils ont tenu à partir, à aller défier le RADP. Donc, ça vous dit qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont unanimes. Ce RADP d'intimidation, ce RADP de menace, ce RADP qui veut effrayer tout le monde, il ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Et en 2025, c'est ces Ivoiriens qui n'ont plus peur de ce RADP qui veut utiliser toutes sortes de chantage, d'intimidation pour s'imposer, que ce RADP va rencontrer sur son chemin. C'est ça aussi, il faut lire cette élection-là comme ça. Que le RADP rencontrera sur son chemin. Donc pour vous, en 2025, ça ne sera pas une balade de santé pour le RHDP? Non, moi-même, je le vois déjà même. Hein, en train de se mordre la poussière. Si l'alliance se consolide et que ces indépendants qui ont montré que, quelles que soient les menaces de Ouattara, ils sont prêts à le défier, je crois que la Côte d'Ivoire est partie pour sortir le RADP du pouvoir. Est-ce que c'est cette alliance justement dont vous parlez, PDCI, PPAC, est-ce qu'elle ne tangue pas quand on sait que... Oui, mais non, c'est une alliance naissante. Ça a été difficile de non, c'est une alliance naissante. Mais là, quand on voit la présidentielle... Hein, quand vous avez pris le cas de Yopougon, oui. Selon les résultats, Dia Oufouette a obtenu plus de 30%, oui. Pardon, plus de 20%, Michel Gbagbo plus de 30%. Oui. Si on additionne les deux, ça fait plus de 50% et l'alliance remporter ces élections au niveau de Yopougon, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre, oui. Tout comme à Cocody, dans bien d'autres localités. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est une alliance naissante. Vous voyez, cette alliance est née au sortir de Laurent Gbagbo de la prison. Ça fait combien d'années selon vous? Donc, je veux dire que cette alliance-là va prendre du temps, mais je pense que les enjeux présidentiels sont tellement énormes que je pense que les leaders de ces deux partis sauront trouver la formule. Est-ce qu'elle pourra se consolider justement cette alliance avant 2025? J'ai dit que je pense que les leaders de ces deux partis, ayant vu leur force politique sur le terrain, ayant vu que 2 contre 1, ils sont partants, ils sont prêts pour relever le défi, je crois qu'ils vont mieux affiner leurs armes pour aller à ces présidentielles-là. C'est bien noté. Monsieur Beta, on va boucler avec ce premier thème de cette émission, la revue de presse en grand format. Le thème, il s'agissait de tirer les enseignements de ces élections locales. On va à présent aborder le second thème, mais juste après cette transition que nous propose la régie. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes toujours dans votre émission, la revue de presse grand format. Nous y sommes pour commenter, décrypter les sujets qui auront marqué l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes avec Beta Michel sur ce plateau pour ce numéro. Dans quelques instants, on sera avec Cécile Mobio qui va nous donner toutes les informations relatives à la célébration des festivités liées au 20e anniversaire de l'Intelligent d'Abidjan. C'est le support physique de l'Intelligent TV. Voilà, l'Intelligent TV, c'est le support numérique. C'est la chaîne, la télévision en ligne du quotidien, l'Intelligent d'Abidjan que vous avez adopté depuis le 3 septembre 2003. Alors, Beta Michel, on va continuer notre émission avec le deuxième thème. Élection locale, des candidats saisissent le Conseil d'État pour fraude. Des candidats comme Eric Tabar à Cocody, la Fabrice Savignon au Plateau, Tchaba Laurent à Marcory,
la liste RHDP dans le Boclet. On a Diaoufouet du PDCI et Michel Babo du PPACI à Yopougon. On a Hubert Oulaye, candidat PPACI au régional dans le Cavalier. Il y en a plein comme ça, plein de candidats qui ont décidé de saisir le Conseil d'État en vue d'invalidation des résultats dans leur localité. Que pensez-vous déjà de ces actions de saisine de la part de ces candidats? Bon, on pourrait dire d'entrée de jeu que c'est leur droit, hein, lorsqu'ils constatent des irrégularités dans le déroulé du scrutin, de saisir les autorités compétentes. Ce qui n'a pas été fait d'abord au niveau de Cocody. Lorsqu'on a vu des gendarmes aller perquisitionner, aller entrer dans la mairie pour, dit-on, recherche une des preuves de fraude. Le PDCI a réagi dessus. Je crois que c'est des démarches qu'il faut bannir de nos systèmes politiques. Parce que vous établissez un lien entre la perquisition qui s'est produite à la mairie avec les élections locales? Le lien est vite fait. Ce n'est pas moi qui établis. Tous les observateurs ont établi le lien. S'il vous plaît. Donc, ce n'est pas à moi. Moi, je ne fais que relater les faits. Quels sont justement ces éléments de preuve qui peuvent convaincre de ce qu'il y a un lien entre cette perquisition et puis les élections locales? Non, s'il vous plaît. Je crois que le candidat perdant, hein, le candidat Éric Tabar, a fait d'abord un post sur sa page pour dire bientôt, on va voir la suite. Et c'est dans cet instant-là, il y a eu la perquisition. Tout le monde a pensé à lui. Et il a fait un démenti pour dire non, ce n'est pas lui qui a ordonné la perquisition, mais c'est plutôt Yasmine. Et après ça, on a vu encore qu'on dit que c'est les candidats PPACI et les militants PPACI. Il y a certains aussi qui ont dit que la mairie de Cocody cache des dossiers d'État. Oui. Dossiers d'État, ça n'a rien à voir aussi avec les élections locales. Mais attends, la mairie cache les dossiers d'État. Et c'est 2 jours après les élections locales que la gendarmerie est saisie et qu'elle vient. Bon, bref, chacun peut faire sa spéculation. Mais ce qui est observable, ce qui est visible, c'est que cette perquisition se déroule 2 jours, 3 jours après les élections locales où Yassé est passé largement. Et aujourd'hui, ces perdants décident de saisir le Conseil d'État. C'est leur droit. Mais moi, je dis, la démarche qui a été emportée pour la première fois n'est pas indiquée dans ce genre de démarche, dans ce genre de situation. Maintenant, pour ce qui est des saisines du Conseil d'État, vous savez, lorsqu'un scrutin se déroule, les raisons de la reprise, c'est lorsque les fraudes sont susceptibles d'entacher le déroulé ou bien la proclamation des résultats de façon significative. Quand on dit qu'ils ont détruit 2 urnes dans une école où il y avait au moins 300 électeurs et puis ils ont vu les autres 80 urnes ont été retrouvées et puis ils ont été décomptées, ont abattu de plus de 10 000 voix. Mais ces recours-là, ont peu de chances d'aboutir. Les 300, c'est beaucoup aussi. Non, ça ne peut pas changer le déroulé du scrutin. Parce qu'on dit que ça puisse, on peut voir dans ce qui a été, ce qui n'a pas été pris en compte, que ça puisse entacher le je prends un exemple. On doit avoir 20 bulletins. On a 18 bulletins. Et puis, sous les 18 bulletins, on a abattu de 10 000 voix. Et tu viens pour 2 bulletins de 600 voix, tu viens te plaindre, je sais que ça ne sera pas pris en compte. Ça a peu de chances d'aboutir. Moi, c'est ce que je veux faire ressortir. Parce que la loi est claire, que les irrégularités puissent entacher le bon déroulé du scrutin. Donc, on voit que tout le scrutin s'est bien déroulé. Lorsque il s'est agi, je prends l'exemple du Guémont, où on dit, sur 34 bulletins, il y a 21 qui ont disparu. Oui, 21 des 34, on ne peut pas proclamer les résultats. Les résultats au niveau de Kubli ont été annulés. Hein. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit dans le Guémont, la région du Guémont. Donc 21 résultats sur les 34 qu'on devait avoir ont disparu. Donc là, ça entache gravement le déroulé du scrutin. On ne peut pas proclamer les résultats avec plus de la moitié des bulletins de vote absents. Donc ailleurs, ils ont proclamé les résultats et on voit que la différence de voix est tellement énorme
que moi je dis que les recours qu'on observe vont difficilement aboutir. Ça, c'est mon point de vue. C'est au Conseil d'État d'apprécier. Mais pour ce que nous on sait, pour ce qu'on a toujours su, que cela puisse entacher d'abord le déroulé du scrutin pour qu'on puisse... Est-ce qu'on se dirige vers des élections locales partielles pour vous? Vous pensez qu'il y aura reprise dans certaines localités? Non, Kubi s'est déjà dit. Kubi, la CEI même a dit qu'elle va saisir le Conseil d'État pour la reprise. Mais en dehors de Kubi, moi, je ne vois pas où encore ce sera possible. Parce que vraiment, je ne pense pas que Plateau, où tout le monde a vu, juste quand la CEI même est partie qu'à 21h pour permettre aux gens de voter, on va reprendre le scrutin. Cocody, où on les a battus de plus de 8000 voix, ils vont reprendre le scrutin. Non, arrêtons ça quand même. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de mauvais perdants. Il y a de mauvais perdants et malheureusement, ils sont plus au RADP. Est-ce qu'ils ne sont pas justement dans tous les deux quand c'est la question que je Non, parce que je dis ils sont plus. Non, ils sont plus au RADP. Il y a des perdants qui se plaignent. Dans l'opposition, il y a aussi des perdants qui se plaignent. J'ai dit, on parle de la moyenne des perdants qui se plaignent. Ils sont plus au RADP, le parti au pouvoir. Bon, moi je dis souvent... Justement, comment vous expliquez cela? Mais c'est dit qu'ils veulent chercher une autre machine pour s'imposer là où ils n'ont pas pu s'imposer par les urnes. Certains s'étonnent de savoir que des candidats du parti au pouvoir se plaignent. En général, ce sont les candidats de l'opposition qui se plaignent. Mais c'est que je veux faire ressortir. Ils n'ont pas pu être gagnés dans les urnes. Ils veulent utiliser d'autres méthodes pour espérer pouvoir s'imposer hors des urnes. Sinon, sur le terrain, ils ont vu qu'ils ont été battus à plat de couture par des scores, je peux dire même des scores même souvent au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ça vous dit que les populations ivoiriennes sont lucides dans lorsqu'il s'agit d'exprimer leur voix. Et ils l'ont montré encore aujourd'hui. Parlant des perdants, le candidat PPACI au niveau des régionales dans le Cavalier, déjà, c'est un mauvais perdant ou pas? Je dis la majorité des perdants qui se plaignent sont RADP. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas partout, mais je dis la majorité. C'est pour te dire que quand on prend un groupe de personnes, on essaie de tamisser et on voit que la majorité sont... Après la proclamation des résultats, il a prononcé une conférence de presse où il a appelé à un audit de la liste électorale. Hubert Oulaye, qu'est-ce que vous pensez de sa requête? Non, j'ai dit que d'abord, j'ai dit en entamant, j'ai dit c'est de leur droit de porter des requêtes qu'ils ont estimé qu'il y a eu des irrégularités sur le déroulé du scrutin. Mais j'ai fait observer en même temps que la majorité de ceux qui se plaignent sont du RADP. Et pour ma part, ce parti qui a mis tous ses moyens, qui a fait en sorte que tout ce qui est administration soit au son service pendant ces élections pour faire gagner ses candidats, aujourd'hui, on s'étonne que la majorité de ceux qui se plaignent viennent de son camp. C'est la preuve qu'ils cherchent encore des moyens d'obtenir une victoire qu'ils n'ont pas pu obtenir par les populations dans les urnes. Alors justement, je voulais que vous puissiez réagir sur cet appel du candidat du PPAC, Hubert Oulaye. Est-ce que vous pensez comme lui qu'il faut revoir, il faut un audit du fichier électoral? Ils l'ont dit depuis longtemps. Depuis avant le déroulé du scrutin, Babomé a dit c'est vrai que le scrutin ne se déroule pas dans un esprit de confiance, c'est un esprit d'équité, mais nous irons. Donc, ce n'est pas de nouvelles réclamations, c'est des réclamations que nous avons faites depuis longtemps. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'est fait que dire... Est-ce que l'idéal n'était pas de s'écarter de ces élections pour être encore plus cohérent? Parce que après avoir dénoncé, on n'a pas eu gain de cause, on va aux élections, on dénonce la même chose. Vous savez, je l'ai dit toujours et je le répète, l'opposition aujourd'hui a montré de la maturité. Force est de reconnaître cette maturité-là. On n'a pas connu cette opposition quand Ouattara était dans l'opposition. Cette opposition mature qui veut que, au-delà de ses plaintes, on aille vers ce qui peut aider les populations à avancer, aider la Côte d'Ivoire à avancer. Ce n'est plus cette opposition qui veut se radicaliser, c'est une opposition qui veut trouver des solutions, négocier avec le pouvoir. Et ça, c'est à saluer. Vous savez, il ne faudrait pas donner l'impression que ces opposants-là veulent coûte que coûte en découdre avec... Est-ce que ce n'est pas aussi l'expression de l'ouverture du parti au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que le parti au pouvoir est ouvert Attends, Khalil, je vais t'aider. Tu veux qu'on fasse une lecture de la Côte d'Ivoire? Le seul parti au pouvoir, le seul parti au pouvoir qui n'a pas au sein de son administration, de ses ministres, une étiquette opposant, c'est le RADP. Laurent Gbagbo, il avait dans son parti tous les partis de Côte d'Ivoire. Il avait dans son gouvernement tous les partis de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une ouverture, ça. Au contraire, avec le RADP, on est fermé
le RHDP a fermé toute porte pour permettre à l'opposition de s'exprimer de façon significative. Il faut le dire. Quand le RHDP dit, si tu n'es pas RHDP, tu n'as pas droit au tabouret dans ce pays, non, ce recul démocratique, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Ça ne va pas se répéter parce que l'opposition que je vois là, elle veut qu'une Côte d'Ivoire unie. Une Côte d'Ivoire où chacun peut occuper un poste malgré ton étiquette politique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire cette lecture parcellaire là parce qu'aujourd'hui l'opposition se montre un peu plus conciliante, plus ouverte. On pense que c'est parce que le pouvoir leur fait des ouvertures. Non, le pouvoir au contraire leur ferme toute ouverture. D'accord. Mais cette opposition là veut continuer à espérer. On a bien compris votre avis, M. Betta. Nous allons marquer une pause pour boucler cette première partie de l'émission La Revue de Presse Grand Format. Ne partez pas, restez toujours en notre compagnie. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer les deux autres sujets qui restent. Il s'agit de la transition au Gabon et puis de l'armée française qui est indésirable au Niger. On va se retrouver dans quelques instants avec Cécile Mobio pour nous parler des 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan a 20 ans, sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara, sous le coparrainage du ministre de la Communication et de l'Économie Amadou Coulibaly, du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, sous la coprésidence de plusieurs autorités. L'intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans, du 11 au 17 septembre 2023. Une soirée de gala, le samedi 16 septembre 2023, au Palais des Congrès du Sofitel de Téliboire, sous la direction artistique exclusive de Were Were Liking et du Village Ki, avec la participation de Baby Philippe, auteur de la chanson officielle des 20 ans. Un gala inédit à ne pas manquer. Vivons ensemble les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan a 20 ans, sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara, sous le coparrainage du ministre de la Communication et de l'Économie Amadou Coulibaly, du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, sous la coprésidence de plusieurs autorités. L'intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans, du 11 au 17 septembre 2023. Une soirée de gala, le samedi 16 septembre 2023, au Palais des Congrès du Sofitel de Téliboire, sous la direction artistique exclusive de Were Were Liking et du Village Ki, avec la participation de Baby Philippe, auteur de la chanson officielle des 20 ans. Un gala inédit à ne pas manquer. Vivons ensemble les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan. De retour sur les antennes de l'Intelligent TV, là nous allons parler des 20 ans de l'Intelligent d'Abidjan et celle qui va nous en parler est déjà avec nous dans ce studio. Il s'agit bien évidemment de Cécile Mobio qui était là à l'entame de cette émission pour nous présenter le sommet. Cette fois, elle est là pour nous parler des festivités qui vont marquer la célébration des 20 ans de l'Intelligent d'Abidjan. Cécile, merci de nous retrouver à nouveau ici. Cécile, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Alors Cécile, vous êtes là pour nous parler des 20 ans de l'Intelligent d'Abidjan. On vous écoute. Alors tout à fait, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans d'existence en cette année 2023, 2 décennies de dur labeur, mais c'est aussi 20 ans de longévité qui rassure, 20 ans de gaieté, 20 ans au service du public en lui offrant des informations de qualité. Ce journal a vu le jour 1 an après la crise ivoirienne de 2002, précisément le 3 septembre 2023, précisément le 3 septembre 2003. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, ce quotidien a tenu jusqu'à ce jour grâce au Tout-Puissant, mais également grâce à une personne qui est en arrière-plan, qui s'investit jour et nuit. Mais au-delà de tout, cette personne croit en elle-même. Alors, on ne peut parler des 20 ans de l'Intelligent d'Abidjan sans parler de son directeur général, Alafé Wakili. C'est impossible. Ibrahim, pour les 20 ans, ce sont 7 jours de célébration non-stop. Exactement, 7 jours de célébration. Ça commence, je crois bien, le 11 septembre pour prendre fin le 17 exactement. Et chaque jour sera dédié à une activité pour dire que cette année, on aura des journées thématiques. Bien sûr, Ibrahim. Alors, la première journée, c'est la journée de l'habitat, le lundi 11 septembre 2023, à partir de 8h30 au plateau, tour A, au 17e étage. La journée de la jeunesse, l'Intelligent d'Abidjan n'est pas resté en marge. On le sait tous, cette journée est consacrée à la jeunesse. Alors l'Intelligent d'Abidjan a voulu célébrer les jeunes. C'est le mardi 12 septembre 2023, à partir de 9h,
à l'amphithéâtre du district autonome d'Abidjan de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et après cette deuxième journée, on aura la troisième journée qui est consacrée à la journée des découvertes. Oui, journée du citoyen, sécurité et prévoyance sociale. Et cette journée sera le mercredi 13 septembre 2023 à 14 h au cabinet du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et juste après cette troisième journée, on attaque la quatrième journée qui est consacrée à la découverte. Alors, c'est la journée spéciale Port autonome d'Abidjan, jeudi 14 septembre 2023 à 9 h au siège du Port autonome d'Abidjan à Treichville, zone portuaire. Après la quatrième journée, place à la cinquième journée. C'est la journée professionnelle Abidjan Média Forum. C'est le vendredi 15 septembre 2023 à 8 h à l'espace Sirae UEMOA à Abidjan Plateau. Alors Cécile, après ces 5 premières journées, on va se débarrasser des costumes pour enfiler des tenues de sport parce que la 6e journée sera consacrée au sport. Et puis c'est un samedi, un week-end, là on enfile les tenues de sport, les baskets pour le cross, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela Ibrahim. Ah, tu maîtrises le programme. C'est le samedi 16 septembre 2023 à partir de 7 h sur le circuit Sofitel Hôtel Ivoire pour le siège de la RTI. Et juste après, on aura la balade lagunaire. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, Ibrahim. La journée trekking, tourisme et loisirs. Alors, c'est la journée tant attendue des uns et des autres. Ça sera le dimanche 17 septembre 2023 à partir de 9 h. Balade lagunaire et découverte de la baie des milliardaires. Et pour terminer, le clou de cette cérémonie, ça sera bien évidemment le dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire. Tout le monde est invité. Cécile Mobio sera là également, j'imagine. Alors Ibrahim, je tiens à rappeler que cette célébration est sous le haut parrainage de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Cécile pour cette belle présentation du 20e anniversaire de l'intelligent d'Abidjan. Cette fois-ci, c'est fini, on va se retrouver la semaine prochaine, c'est bien cela. Oui, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Notamment dans les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. Merci Cécile et puis bon week-end à vous. A tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Alors, M. Beta, l'intelligent va célébrer ses 20 ans. Un mot? Vous me donnez l'occasion encore, comme l'a dit Cécile, de remercier l'homme derrière tout, l'artisan de toute cette grande célébration et ce grand média qu'est l'intelligent d'Abidjan. Je voulais profiter de votre micro pour saluer non seulement l'équipe qui est derrière lui, mais saluer un homme. Je veux parler d'Alafé Wakili, qui, moi, je disais tantôt dans une des podcasts qu'on m'a permis de faire pour saluer ses 20 ans, que Alafé, c'est la résilience d'abord dans les médias. Parce que les médias ivoiriens ont connu beaucoup de fermetures, il faut le dire. Beaucoup de fermetures, c'est le travail. Parce que les médias ivoiriens, quand on commence depuis 2023 même, jusqu'à ce jour, on n'imagine pas combien de médias ont dû fermer. Et c'est la preuve qu'en persévérant, non seulement il a persévéré, mais il a gardé une ligne directrice, une ligne éditoriale qu'il est difficile aujourd'hui de voir à la fin pouvoir parler du PDCI facilement. Il peut parler du PPACI facilement, il peut parler du RADP facilement. C'est vrai que quelquefois, on peut le soupçonner d'être un peu plus proche du pouvoir, mais quand même, il a gardé une once de neutralité qu'il faut saluer dans ce paysage médiatique ivoirien. C'est pas facile, et vraiment, quand tu vois quelqu'un qui a du mérite, il
faut le saluer. Et elle a fait à du mérite. Et avec lui, je parle de vous tous qui avez du mérite, en plus de la radio et du journal. C'est prémonitoire. Ah bon? Ah, ok, je vous le souhaite. En plus du journal, vous avez aujourd'hui une télévision qui nous permet d'intervenir à travers le monde. C'est dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des grands médias pour parler de ce qui concerne la Côte d'Ivoire et être entendu. L'Intelligence TV nous le permet. Et moi, c'est tout cela que je salue. Merci beaucoup à vous pour l'amitié incessante à l'endroit de l'Intelligence d'Abidjan, l'Intelligence TV. Là, nous allons revenir à notre émission, la revue de presse au grand format. On va partir pas de course parce que nous sommes un peu pris par le temps. Nous allons nous intéresser au troisième sujet qui est relatif au Gabon. Que peut-on retenir, espérer de la transition au Gabon? Vous le savez, puisque vous suivez l'actualité de très près en tant que journaliste professionnel. Le général Brice Oligui Nguema a prêté serment le lundi 4 septembre 2023 après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo. Beta Michel, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette transition? Moi, j'observe déjà même que son premier ministre était un homme aussi du Sérail, de Bongo. Je me dis, bon... Il a été premier ministre de Bongo de 2012 à 2014. Donc, je veux dire que c'est des... On veut faire du neuf avec des anciens. Mais là où je veux croire en eux, vous savez, l'Afrique traverse actuellement une crise, je veux dire, de confiance en nos leaders. Une crise de confiance de sorte que vous voyez que l'Afrique de l'Ouest est traversée depuis un certain temps par des coups d'État interminables. Malgré nos efforts pour organiser des élections, on a ce malheur de pouvoir de revivre. Je veux parler du Niger récent, où 2 ans après l'élection qu'on a tous salué, on voit encore un coup d'État qui n'était même pas vraiment... On va parler du Niger. Oui, qui ne se dessinait pas. Donc je veux dire qu'on est dans un contexte de crise de confiance aux autorités qui gouvernent nos États actuellement. Donc je veux croire que ces pushistes, parce que je veux continuer à les appeler les pushistes malgré sa prestation de serment, je veux continuer parce que je veux voir leurs actes pour pouvoir croire en eux. Parce que moi aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a... Et parlant d'actes, il a annoncé la mise en place d'une nouvelle constitution, la réforme du code électoral, le retour des exilés au pays, la libération des prisonniers d'opinion. Comment vous analysez? Mais c'est toutes ces questions-là, tu vois, il a annoncé. Il a annoncé. On attend de voir alors. On attend de voir. Parce que ces prisonniers d'opinion dont il parle là, ils vont venir pour le critiquer. Il ne faut pas qu'ils les retournent. Parce qu'ils n'ont pas accepté la dictature de Bongo, ils ne vont pas accepter, lui, sa dictature. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Donc, moi, je veux dire, c'est pourquoi je suis tellement méfiant quand il s'agit de pushistes. Parce qu'avec l'expérience que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, quand les pushistes arrivent au pouvoir, pour les voir partir, c'est pas de sitôt. C'est ça. Alors, voilà. Si ces actions qu'il entend poser sont claires, la durée de la transition n'est même pas encore déterminée. Il y a une zone d'ombre qui existe autour de la durée. Comment, pour vous, ça signifie quoi? Non, tu sais, moi, je dis aujourd'hui, je ne crois pas aux pushistes. D'abord, ma première réaction vis-à-vis des pushistes, je ne crois pas en eux. Voilà, ça c'est clair. Je ne les juge qu'aux actes. Parce que accorder sa confiance à un pushiste et puis venir, tu seras obligé de venir te dire. Je dis aujourd'hui, moi, quel que soit comment il peut justifier le coup d'État, je ne crois pas aux pushistes. Moi, puisque je ne crois pas en eux, j'attends de les juger aux actes. C'est pourquoi tout ce qu'il a annoncé, pour moi, je le prends avec des pincettes. Parce qu'il dit qu'il va libérer, puisqu'il parle de libérer des prisonniers d'opinion. Mais les premiers prisonniers d'opinion qui viendront, c'est pour contester son pouvoir. Parce qu'ils ont contesté celui de Bongo. Ils vont contester celui qui n'a aussi aucune légitimité. C'est les armes seulement. Sa seule légitimité, c'est ses armes. Mais qu'est-ce que tu veux? Qui va lui accorder la confiance nécessaire? Et encore, il faut veiller à ce que lui-même, il ne soit pas tenté par changer son costume de militaire contre un costume civil pour confisquer le pouvoir sous des pseudo, sur un semblant de scrutin électoral. C'est toutes ces questions-là qu'il faut vraiment regarder avec des yeux un peu plus, avec des scepticismes lucides. Ils ont annoncé aussi la libération de Ali Bongo qui est libre. Mais Ali Bongo, je le dis. C'est un pas déjà... Non, Ali Bongo, c'est lui-même qui s'entêtait pour rester au pouvoir. Sur son état de santé même aujourd'hui là. Non, je crois que Ali Bongo, même quand on dit ils l'ont laissé, mais on ne pouvait que le laisser. Son état de santé nous oblige à le laisser.
Il n'a même plus la mobilité de ses membres. Hein, quand on arrive à cet état-là, vous savez que dans nos pays africains, chez nous les Africains, nous sommes toujours... Est-ce que son appel a fait du bruit, c'est ce qui n'a pas produit cette libération, ça a porté fruit? Non, vous savez, je ne crois pas que ces gens qui sont venus là, qui l'ont laissé être filmé, hein, après avoir gardé dans une résidence, non, nous voulaient vraiment qu'il se taise. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient lui permettre de s'exprimer. Mais je crois que Ali Bongo, c'est lui qui n'a pas voulu avoir cette autonomie de pouvoir voyager sans cette contrainte qui s'est donnée, cette casquette de présidence je veux dire, assez chargée qui s'est donnée. Parce que je crois que dans cet état-là, tout ce qu'on lui souhaite, c'est un bon repos, hein, de reprendre la santé au plus vite pour pouvoir jeter son dévolu sur d'autres, je dis, d'autres... personnalités? Non, pas personnalités, mais je dis d'autres affaires, hein, qui sont aussi importantes pour lui, hein, après avoir été ancien président. D'accord, on va parler à présent du Niger, juste après cette transition. Il nous reste 3 minutes. Je crois qu'en 3 minutes, on peut parler du Niger où l'armée française est indésirable. Cécile l'a évoqué à l'entame de cette émission. Les autorités militaires en place demandent aux militaires français de rentrer au pays. Et selon le ministère des Armées, le ministère français des Armées, le retrait s'effectue petit à petit. Et votre analyse? Non, moi, je pense que la France vis-à-vis du Niger aujourd'hui dans ses petits souliers. C'est dommage. Elle n'a pas vu venir le coup d'État et elle n'a pas su manœuvrer autour du coup d'État. Parce que là, d'abord, il y a eu la querelle autour de l'ambassadeur. Il a dit non, notre ambassadeur ne part pas. Les putschistes ont dit qu'ils vont le faire partir manu militari, ce qui n'est pas bon dans des relations, hein, diplomatiques entre États. Et aujourd'hui, c'est les militaires qui sont la cible des putschistes. On demande aux militaires de partir. La France qui avait refusé qu'un civil parte est en train de dire aujourd'hui qu'ils vont partir pas à pas. Bon, tu vois que... Et selon les informations que nous avons, qui sont tombées aujourd'hui même, la France s'apprête à faire entrer son ambassadeur. Oui, non, mais c'était inévitable. C'était inévitable. Donc on arrive à cette situation de blocage dans les relations internationales, on en arrive à une escalade. C'est une victoire pour la junte militaire? Je dis que je ne peux jamais cautionner un coup d'État. Donc, je ne peux même pas considérer que c'est une victoire pour un putschiste au pouvoir. Moi, ce que je constate, c'est des relations entre États. Hein, c'est des relations entre États. Vous voyez, moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas besoin de coup d'État. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes, mais nous n'avons pas besoin de coup d'État pour régler nos différends. On a plusieurs méthodes. Donc, je ne crois pas au coup d'État. Je ne crois pas au coup d'État comme solution de règlement des problèmes en Afrique. Bon, pour moi, ce n'est pas une victoire des putschistes. Hein, si je m'en tiens, ce n'est pas une victoire des putschistes. Mais ce que je vais dire, la France est allée un peu trop fort dans ses rapports avec les autorités nigérienne. Parce que quand on dit à un ambassadeur de partir, vous savez que sur le territoire, il y a une armée de fait qui règne. Il y a une autorité de fait qui règne. Donc quand cette autorité-là, c'est comme si tu arrives dans ma maison, tu es seul dans ma maison, et puis il y a tous mes enfants, ben, je vais t'attraper pour te jeter. Donc c'est ce qui est arrivé. Cette armée-là, elle peut aller saisir l'ambassadeur et puis le jeter à l'aéroport d'un avion et puis le faire partir. Personne ne pourrait les empêcher. Donc il ne faut pas arriver à ces situations extrêmes-là. Donc moi je pense qu'après avoir demandé à l'ambassadeur de partir, il pourrait partir tranquillement sans qu'on ait besoin de défier les autorités qui sont en place au Niger. Ce sont des autorités de fait. Et quand quelqu'un a une situation de fait, il faut en tenir compte dans tes rapports avec lui. Et la France n'a pas su, sur cette question-là, manœuvrer avec le régime du président putschiste du Niger. Ça fait déjà le 3e pays où on demande à l'armée française de partir. Le Mali, le Burkina Faso. Finalement, on se pose la question, quel avenir pour cette armée française? Elle a l'avenir en France. Est-ce que c'est pour l'Afrique que cette armée-là a été constituée? Bon, moi, je veux dire, en fait, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'aujourd'hui, l'armée française s'en va. Quel dispositif nous mettons sur place pour contenir l'aventure du terrorisme? C'est des grandes questions que nous devons très vite aborder ensemble. Parce que
Aujourd'hui, c'est la France, ils ne veulent pas, mais le terrorisme, c'est une menace pour nous tous dans la sous-région. Donc, nous, on ne peut pas dire sous prétexte qu'ils chassent la France, nous aussi, on s'en fout. Non, ça, il faut qu'on se garde de tenir ce genre de discours. Il faut qu'on trouve les moyens de discuter, de continuer à discuter avec ceux qui sont au pouvoir de fait dans ces pays-là, afin de trouver des mesures idoines pour contenir, mais faire reculer, mais faire disparaître le terrorisme. Merci beaucoup, Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Merci d'être venu ce soir sur notre plateau pour nous aider à commenter, décrypter toutes ces informations. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan, c'est du 11 au 17 septembre 2023. L'intelligent d'Abidjan, créé le 3 septembre 2003, a bel et bien 20 ans. 20 ans dans le paysage de la presse en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas donné à tout le monde, comme l'a signifié Beta Michel. Il y a du travail qui a été fait. Le travail continue d'être fait et le travail sera fait toujours pour que l'intelligent d'Abidjan ait encore plus de 20 ans à son actif. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et puis soyez au rendez-vous des 20 ans de l'intelligent. Bonsoir. L'intelligent d'Abidjan a 20 ans, sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara, sous le coparrainage du ministre de la Communication et de l'Économie Amadou Coulibaly, du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, sous la coprésidence de plusieurs autorités. L'intelligent d'Abidjan célèbre ses 20 ans, du 11 au 17 septembre 2023. Une soirée de gala, le samedi 16 septembre 2023, au Palais des Congrès du Sofitel de Téliboire, sous la direction artistique exclusive de Were Were Liking et du Village Ki, avec la participation de Baby Philippe, auteur de la chanson officielle des 20 ans. Un gala inédit à ne pas manquer. Vivons ensemble les 20 ans de l'intelligent d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan.